Paysan, boulanger et éleveur, Hervé Courned fait partie de Bio 82, un rassemblement d'agriculteurs bio qui fournissent quelques cantines. Hervé Courned fait par ailleurs portes ouvertes chez lui le 3 juillet. Thierry Lamotte, de l'Université du Mirail, déchiffre la scientologie par la psychanalyse. Son portrait de L. Ron Hubbard en psychotique et Maître S. Paranoïa peut-elle être étendue à toute religion? D'abord, il y a 2 mois, on renversait Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est donc décidément le président du pays, mais la crise pour laquelle beaucoup de sang a été versé n'a pas vraiment l'air terminée. Conseiller spécial de Laurent Gbagbo, le fameux et parfois controversé Alain Toussaint est à Toulouse. C'est la suite de nos comptoirs avec la communauté ivoirienne. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT. Bonsoir Monsieur Toussaint. Bonsoir. Merci beaucoup d'être passé par nos studios. Bien sûr, vous êtes en visite à Toulouse à l'invitation de la communauté ivoirienne, en tout cas d'une partie de la communauté ivoirienne ici, que nous avons suivi depuis le déclenchement de cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Vous êtes ce soir et demain en fin d'après-midi au 22 Allées de Barcelone pour rencontrer tout le monde, finalement. Est-ce que vous êtes venus rencontrer les uns et les autres ici, puisque vous êtes conseiller de Laurent Gbagbo? Naturellement, nous engageons le débat avec l'ensemble des acteurs ivoiriens, mais également les ressortissants français et africains qui sont à Toulouse. Oui. Il y a eu beaucoup de désinformation, d'intoxication depuis plusieurs mois sur la crise ivoirienne et il faut rétablir les faits. La France est allée en Côte d'Ivoire, dit-on, pour imposer la démocratie, alors qu'en réalité, aujourd'hui, il apparaît clairement qu'elle a installé un tyran, un dictateur. À lire vos interviews, effectivement, il semblerait que la France soit le grand coupable dans cette affaire. Mais est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas leur propre responsabilité, comme tous les peuples, comme dans les Balkans, ce sont les gens eux-mêmes, les kidams qui se sont jetés les uns sur les autres? La première responsabilité du drame qui se joue en Côte d'Ivoire incombe naturellement aux Ivoiriens. M. Ouattara est une marionnette dont le maître est M. Sarkozy. Et nous dénonçons l'ingérence outrancière, outrageuse même de la France dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, oui. Ingérence qui a conduit au renversement du président Gbagbo à l'issue d'une guerre qui a fait des milliers de morts. M. Gbagbo n'est la marionnette de personne, donc? Le président Gbagbo est un chef de l'État éminemment indépendant, autonome, oui. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons majeures qui ont conduit en tout cas à son renversement. Ceci dit, à lire la presse de Côte d'Ivoire, la presse africaine, alors vous parlez de désinformation et il va falloir en dire un mot, voir le Monde par exemple, le grand journal français, on se dit que on ne comprend plus rien et que Laurent Gbagbo également a mécontenté une grande partie de la population ivoirienne. Non, le président Gbagbo n'a pas mécontenté une grande partie de la population ivoirienne. Il a hérité d'une situation extrêmement difficile. Ouais. Il y avait de nombreuses lignes de fracture au sein de la population ivoirienne en octobre 2000, lorsqu'il accède au pouvoir. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes déjà qui existaient sous le parti unique du président Houphouët, auquel a succédé M. Henri Konan Bédié. Et les médias français ont pris le relais de la campagne sur l'ivoirité, la xénophobie et l'exclusion, dont M. Ouattara s'était fait un des porte-flambeaux. Oui. Et ce sont des médias aux ordres qui, depuis 20 ans, n'ont eu de cesse d'attaquer les institutions de la Côte d'Ivoire et qui, en préparant l'opinion au renversement du chef de l'État ivoirien, ont montré en fait qu'ils n'étaient pas des médias impartiaux, mais des médias partisans qui peuvent être des accélérateurs de conflits en Afrique. Cependant, pour nous, c'est vraiment... ça fait mal de voir des gens s'entretuer, se battre les uns les autres. L'ONU dénonce à nouveau, il y a quelques heures, de nouvelles exactions, de nouvelles atteintes aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alors là, cette fois-ci de la part des partisans de Alassane Ouattara. Les partisans de Laurent Gbagbo, sur place également, se sont rendus coupables d'atteinte aux droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça? Vous savez, voyez, moi, ça me remplit d'émotions, parce que les gens qui se haïssent, c'est trop de nos jours. Moi également, vous savez, on confond trop souvent les causes et les conséquences. Oui. L'origine de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la rébellion que M. Ouattara a lancée en septembre 2002 contre un pouvoir qui a été légitimement établi en octobre 2000 après des élections. Oui. Et la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine et autres n'ont jamais engagé d'action significative pour demander à M. Ouattara de déposer les armes. Et à l'issue d'une parodie d'élection que M. Ouattara a perdue, le prétexte a été tout trouvé pour renverser le président Gbagbo. Alors bien entendu, il y a eu des violences de part et d'autre.
Et nous disons qu'à la bourse des victimes, celles imputées à M. Gbagbo ne sont pas plus cotées que celles que M. Ouattara aurait faites. Donc il faut que les auteurs de violences soient poursuivis et condamnés par la justice nationale ou internationale. Les uns et les autres. Mais bien entendu, naturellement, vous savez, une vie humaine est une vie humaine et on ne peut pas, au nom d'intérêts politiciens ou économiques, sacrifier sur l'autel de ces intérêts-là des milliers de vies, comme la communauté internationale l'a fait en Côte d'Ivoire. Et nous parcourons actuellement le monde, l'Europe et la France en particulier, pour dire que le gouvernement français, parce qu'ici il ne s'agit pas de stigmatiser la communauté française en particulier, mais une politique, ce qu'on vous reproche, parfois. Un système, non, pas du tout. Notre discours est clair. Nous disons qu'il y a une politique basée sur des intérêts particuliers. C'est une affaire de copains et de coquins qui a conduit au renversement du président Gbagbo. Ce n'est pas pour installer la démocratie. M. Ouattara est l'ami personnel de M. Sarkozy et c'est sur la base de cette relation personnelle, familiale et particulière que la France s'est engagée militairement et diplomatiquement dans la crise ivoirienne. Donc vous avez fort à faire parce que nous, on veut que la démocratie marche à tout prix. Il y a d'énormes intérêts économiques, bien sûr. Peut-être que les Chinois regardent ça d'un certain œil, de leur œil habituel. Un téléphone sonne, c'est pas grave. Comment vous allez vous en sortir? Vous-même, vous êtes à couteau tiré, m'a-t-on dit, avec un autre conseiller de Laurent Gbagbo. Enfin bon, il se passe plein de choses. C'est un épiphénomène, vous savez. Oui, au moment où arrive la tempête, on n'attaque pas ceux qui montent sur le bateau pour essayer d'arranger la situation. Il y a toujours des guerres de positionnement, surtout quand ce type d'événement arrive. Moi, je suis intimement engagé dans la lutte d'indépendance pour mon pays, parce que c'est de cela dont il s'agit. La France prétend être en Côte d'Ivoire pour imposer la démocratie, alors qu'en réalité, elle y est pour protéger ses intérêts. Moi, je me bats pour l'indépendance et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes des dizaines de millions, au-delà de la Côte d'Ivoire, des Africains, des Ivoiriens naturellement, mais également des amis de l'Afrique qu'on peut recruter en Europe, en Amérique, qui estiment qu'en 2011, il n'est pas normal que des puissances étrangères dictent à un pays souverain ce que ce pays doit faire. Nous avons des institutions, notamment le Conseil constitutionnel, qui a estimé, après le vote des Ivoiriens, que le président Gbagbo était le vainqueur de l'élection présidentielle. La France, les États-Unis, l'ONU et un certain nombre d'organisations aux ordres ont jugé que c'était plutôt M. Ouattara. Nous nous battons pour que l'Afrique et les Africains soient respectés et que nos institutions, dont on dit qu'elles doivent être des institutions fortes, le soient également et que leurs décisions soient souveraines. Et cela n'est pas négociable. Nous n'avons rien contre la France, nous demandons simplement à l'État français de laisser les Africains gérer leurs affaires publiques en toute souveraineté. Est-ce que c'est possible? Ah, mais la France n'a pas le choix. Elle n'a pas d'autre choix que de nous laisser mener nos affaires selon notre volonté et selon ce que les Africains auront décidé. L'impression des autorités et des puissances économiques françaises ou américaines, c'est que si nous n'y sommes pas, vous laisserez les Chinois tout prendre sur vos territoires. Ça, c'est l'affaire de la France et des entrepreneurs français. S'ils font les mêmes conditions que les Chinois ou les Russes ou les Brésiliens, il n'y a pas de raison que les Africains aillent voir ailleurs. Mais si vous vendez un pont 4 fois plus cher que le pont lorsqu'il est conçu par les Chinois, il va de soi. Oui, il y a les commissions. Vous savez que certaines pratiques scandaleuses se sont développées depuis plus de 50 ans sur le continent africain et impliquant des entreprises françaises ou européennes, impliquant même des acteurs politiques français et européens. J'ai connaissance d'un ancien commissaire européen qui aujourd'hui est un homme d'affaires prospère au Congo démocratique. Donc il y a quand même des collisions d'intérêts qui font que l'Afrique forcément traîne le pas. Nous voulons être indépendants économiquement et politiquement. Je vous souhaite de réussir. Ce sera un long chemin. Ce sera un long chemin, mais cela n'est pas une vue de l'esprit. Nous allons réussir, nous devons le faire et ce combat, c'est maintenant que nous devons le mener en prenant le relais d'anciens combattants comme Patrice Lumumba, Sékou Touré, Thomas Sankara, qui ont montré la voie et nous sommes donc sur cette voie-là pour libérer l'Afrique. Citer Sankara, c'est sûr que là, je ne peux plus rien dire. Je vous souhaite, je le répète encore, de réussiir et de rassembler tous les Ivoiriens. Merci. Donc je rappelle que vous êtes à Toulouse, 22 allée de Barcelone, ce soir, vendredi, et demain, fin d'après-midi, samedi. Vous restez avec nous si vous le voulez. Merci. Monsieur Toussaint. Alors nous sommes, Marlène, également avec Thierry Lamotte, qui lui a travaillé sur ce phénomène presque paranormal, qui est la scientologie, créée par un auteur de science-fiction. C'est ce qui est rigolo. Bonsoir Thierry Lamotte.
Bonsoir, donc vous venez de publier La scientologie déchiffrée par la psychanalyse et dans un premier temps vous vous êtes attaché à décrire, à analyser la personnalité de Ron Hubbard qui était le gourou de la scientologie. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que la scientologie, c'est une secte qui revendique quelques millions d'adeptes à travers le monde, donc elle est assez connue. Et en même temps, elle est plutôt très méconnue. Personne ne sait exactement de quoi il s'agit en scientologie. Alors, on sait que certains grands acteurs américains sont scientologues. Hein, est-ce qu'on peut les citer? John Travolta, Tom Cruise. Ils ne s'en cachent pas. Hein. Oui. Tom Cruise ne s'en cache pas depuis 5 ans, Travolta non plus. Donc on peut les citer. Et alors, qu'est-ce que la scientologie? Alors, ce que j'ai découvert justement en abordant la scientologie sous un autre angle, c'est-à-dire que plutôt que de l'aborder d'un point de vue sociologique, comme ça s'est souvent fait jusqu'à maintenant, je vais l'aborder donc par le biais de la psychanalyse et en m'attachant à une lecture psychanalytique, disons, des textes, du texte de Ron Hubbard, des nombreux textes, parce qu'il a beaucoup écrit, il était graphomane, et je me suis rendu compte qu'au fond, ce qu'on disait de Ron Hubbard, donc qu'il était pervers, que c'était un manipulateur, que tout ça a été fait en toute conscience pour accumuler d'énormes profits. Alors c'est vrai que ça génère beaucoup de profits. On dit que la scientologie a un budget équivalent à celui du Benelux, pour donner une idée. Donc c'est peut-être un petit pays européen, mais c'est un pays riche, donc ils ont quand même beaucoup de moyens. Et donc je me suis rendu compte qu'au fond, on avait affaire à on avait affaire à un système délirant. Mais vous le dédouanez ainsi donc? C'est comme dire qu'à une Bah autre oui, échelle que Hitler était fou. C'est vrai, ça peut passer pour ça. Non, je ne le dédouane pas du tout. Non. C'est un contexte qui fait que quand Ron Hubbard a décompensé, en gros, aux alentours de 1943, réellement, quand ça s'est déclenché, c'était pendant la guerre de 1939-1945, quand il a commencé à construire son système délirant, c'est un écrivain de science-fiction, vous l'avez dit, qui est assez connu, dans les années 30. On peut lire encore ses romans d'ailleurs. On peut lire, il y en a quelques-uns qui ne sont pas mauvais. Hein. Oui. Et ce que j'explique dedans, d'ailleurs, c'est qu'il a commencé à écrire de la science-fiction et des nouvelles fantastiques à partir de 1938, et que c'est à ce moment-là qu'il commençait déjà à penser son système délirant. Donc, ce qu'il a glissé, je l'analyse dedans, dans le livre, ce qu'il a glissé dans ses nouvelles et dans les livres de cette époque, entre 38 et 49-50, ce sont déjà des éléments de son délire, du délire qui allait aboutir à la dianétique dans un premier temps, et ensuite à la scientologie. Et donc, je ne le dédouane pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il a produit son premier ouvrage, donc la dianétique, son premier ouvrage de la doctrine de l'Église de Scientologie, c'était un écrivain reconnu qui était porté par ses lecteurs, porté par l'éditorialiste d'une des revues les plus connues à l'époque, hein, ASF, Astounding Science Astounding, Fiction. voilà. Et qu'à ce moment-là, tout ce petit groupe qui a eu autour de lui ont porté au nu une doctrine qui se présentait comme une conception scientifique du mental, une nouvelle méthode psychothérapeutique. Mais lui-même avait fait des études de psychanalyse. Alors ça, il me semble que c'est faux. C'est une des choses qu'on croit sur Ron Hubbard. C'est ce qu'il a dit lui. Oui. Et il a dit en fait qu'il a été initié à la psychanalyse à l'âge de 12 ans, à l'occasion de longs trajets qu'il a fait en navire, où il a rencontré le capitaine Thompson, qui était supposé être un élève de Freud et une sorte de fondateur de l'ethnopsychanalyse. Bon, alors c'est faux. Alors, il a certainement rencontré un capitaine Thompson, mais qu'il ait été féru de psychanalyse, pourquoi pas, hein, mais comme un amateur, puisqu'à l'époque la psychanalyse avait le vent en poupe, mais qu'il ait enseigné la psychanalyse à Ron Hubbard qui avait 12 ans, ça n'apparaît nulle part, et notamment parce que Ron Hubbard tenait un journal à l'époque, ou un journal intime, où à aucun moment on n'a évoqué ni le commandant Thompson, ni